Imaginez que vous êtes un employé de bureau ordinaire. Il semble que tous les animes parlent d'employés de bureau ces derniers temps. Mais cette fois, c'est Mides qui est concerné. Mummy-san, ce qui ne t'empêche pas d'être le patron, mais quand même, l'un de tes subordonnés est beaucoup plus grand que toi. Et il se comporte si joyeusement, et est si musclé, que tu finis par tomber amoureux de lui. C'est l'histoire de Futaba Igarashi, qui un jour, comme tous les autres, la petite fille aux cheveux verts, se réveille dans sa chambre pleine d'énergie, prépare son petit déjeuner et, contrairement à ce à quoi on s'attendait, ne va pas à l'école, car malgré ce que son apparence nous dit, la jeune femme n'est pas une fille, mais une femme, et se dirige vers le bureau. La petite Futaba se dirige vers le travail. En chemin, elle salue plusieurs de ses collègues, comme Tuko Sakurai, avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme, au point que son patron la félicite, car son attitude positive améliore toujours l'atmosphère du lieu. Cependant, elle ne se sent pas aussi animée lorsqu'elle croise Harumi Takeda, un homme beaucoup plus grand qu'elle et son supérieur direct. Futaba a encore du mal à s'habituer au volume de sa voix, qui semble toujours résonner plus que nécessaire. Parfois, Takeda la traite comme si elle était une enfant, ce qui la met profondément mal à l'aise. Malgré cela, après que Takeda l'ait félicité pour un travail bien fait de la même manière qu'il le ferait avec un enfant, elle lui fait des reproches et exige un peu de respect. Après tout, c'est une femme adulte, mais plus tard, elle reste à penser à la félicitation et son visage devient un peu rouge. D'un autre côté, il y a Mona Tsukishiro, une autre collègue de travail, qui lui semble aussi un peu étrange. Alors que Futaba prépare son café, Tsukishiro apparaît en montrant ce qui semble être un café du matin. Futaba lui propose un peu de café, mais la jeune fille lui dit qu'elle a déjà son café du matin et sort une bouteille de vodka de sa poche. La protagoniste lui fait remarquer qu'elle ne devrait pas boire d'alcool au travail, mais Mona lui explique que ce n'est que de l'eau, et elle en prend une grande gorgée. Cependant, on se demande si c'est vraiment de l'eau, car elle a mis beaucoup d'énergie dans cette gorgée. Peu après, Futaba accompagne Takeda à une réunion de vente. Pendant le trajet, elle se rend compte qu'il marche plus lentement que d'habitude, et elle décide de lui dire qu'il n'a pas besoin de suivre son rythme, qu'il peut avancer à son propre pas. Les réunions sont un succès. Bien que Futaba semble avoir des difficultés à le suivre, c'est une question de jambes courtes, quelque chose que le gigantesque collègue a remarqué. Il invente donc des excuses pour ralentir le pas et donner à la jeune femme l'occasion de reprendre son souffle et de se reposer. Sur le chemin du retour, ils font une pause dans un restaurant de fast-food, car comme d'habitude, Takeda lui laisse toujours le choix du lieu où manger, ce qui agace un peu la jeune fille. Pendant le déjeuner, Futaba remarque un jouet qu'elle aimerait avoir. Elle n'ose pas le dire à voix haute, de peur de se sentir gênée. Cependant, Takeda, apparemment percevant ses pensées, lui achète le jouet sans qu'elle le demande. Cela la laisse un peu surprise, mais aussi reconnaissante. Pendant le déjeuner, Futaba renverse de la sauce sur ses vêtements, mais heureusement, elle était préparée et ne salit que la serviette, rappelant à son senpai que ce n'est pas son premier déjeuner, puisqu'elle est dans l'entreprise depuis 2 ans, et elle connaît un ou deux trucs. Takeda lui dit qu'elle devrait s'occuper de la présentation. Après tout, c'est elle qui a fait la documentation et qui connaît le sujet sur le bout des doigts. La protagoniste accepte avec enthousiasme, car après 2 ans, c'est la première fois qu'elle ferait une présentation. Et si ça se passe bien, elle deviendrait une héroïne pour la société. Cependant, c'est plus facile à dire qu'à faire, car pendant la réunion, la protagoniste a un peu de panique et reste paralysée. Heureusement, Takeda s'occupe des présentations, ce qui donne à Futaba le coup de pouce dont elle avait besoin, et la réunion se termine par un succès. Après la réunion, les deux célèbrent le succès obtenu, mais Takeda, qui ne semble pas savoir ce que c'est, l'espace personnel, elle le taquine de manière ludique, ce qui se transforme en une sorte de lutte comique entre lui, qui est beaucoup plus grand qu'elle, et Futaba, qui semble incapable d'échapper à son emprise. Cela dit, tout cela se passe en plein milieu de la rue, devant tout le monde. C'est alors que les deux croisent Suta Kazama, un collègue de travail, qui les accompagne dans leur trajet. Dans le train, Futaba, épuisé par sa longue journée, finit par s'endormir sur l'épaule de Takeda. Il commence même à babiller en dormant. Kazama demande à Takeda s'il devrait la réveiller, mais le senpai lui dit de la laisser se reposer, car il a remarqué qu'elle travaille dur et qu'elle a peu d'heures de sommeil. Alors Kazama a une autre idée. En arrivant au bureau, Futaba, elle se rend compte que certaines des autres filles au bureau rient en la voyant dans cette situation. Et même, il l'appelle Petit Chat, ce qui la déroute. Il s'avère que Kazama avait pris une photo d'elle pendant qu'elle dormait et l'avait partagée dans son groupe de travail. Bien qu'au début, elle n'aime pas l'idée que tout le monde se soit moqué d'elle, elle se rend vite compte que ce n'était pas si sérieux. Cette nuit-là, chez elle, la protagoniste est pleine de fierté et reçoit un message de son grand-père. Elle lui dit qu'elle est contente parce qu'elle a fait un pas de plus sur le chemin de l'âge adulte. Que le vieil homme comprend, c'est qu'elle sort avec quelqu'un et il commence à la bombarder de questions sur le chanceux, même si au début il ne le dit pas comme ça. Le lendemain, lorsque le chef appelle Futaba pour parler d'une erreur dans une commande d'un client, Futaba, elle se rend compte que c'était sa responsabilité car en pressant la commande, elle a fait les calculs et les a transmis sans consulter son supérieur, mais c'est Takeda qui, voyant la situation, décide de s'excuser en son nom car il n'avait pas vérifié le travail de Futaba auparavant. La protagoniste s'excuse auprès de Takeda, mais lui, avec un sourire, lui dit que ce
ce sont des choses qui arrivent. Et tous les deux se rendent en personne au bureau du client pour assumer la responsabilité et s'excuser pour le malentendu. Bien que la faute soit de Futaba, elle ne peut s'empêcher de se sentir triste et déçue par l'erreur. C'est pourquoi elle décide de travailler avec plus d'énergie, ce qui inquiète un peu ses collègues de bureau. Ensuite, la protagoniste va prendre une boisson, mais elle découvre que la machine n'a plus sa boisson préférée. Mais Takeda apparaît et lui tend une canette, montrant à quel point il la connaît bien. Elle accepte la boisson avec humilité et gratitude, mais cela n'améliore pas son humeur, car toute la journée, le senpai s'est consacré à prendre soin d'elle, ce qu'elle ne trouve pas juste. Après la journée de travail, Futaba se rend compte qu'elle a oublié ses clés au bureau, alors elle revient pour les récupérer. En chemin, elle voit que Takeda est en train de travailler à son bureau, essayant de nettoyer le désordre qu'elle a laissé par erreur. En le voyant travailler pour l'aider, elle se sent reconnaissante. Le lendemain matin, Futaba trouve une note de remerciement de la part de Takeda, qui semble avoir apprécié le geste. Dans la note, Futaba lui dit qu'elle espère pouvoir l'inviter à manger des udon en signe de sa gratitude. Le lendemain, ils se dirigent tous les deux pour s'excuser auprès du client. Futaba, en voyant que l'ambiance redevient normale et détendue, se sent plus enthousiaste et recommence à montrer son attitude joyeuse habituelle. Tout au long de la journée, Takeda surprend Futaba en lui disant qu'il s'occupera de l'inviter à déjeuner. Étant donné qu'elle est sa subordonnée, il se sent responsable de la compenser pour l'erreur commise, même si la faute n'était pas entièrement la sienne. Après quelques rondes de bière, Futaba se saoule. Tout en se plaignant, elle finit par demander à Takeda s'il l'aime, car elle a remarqué qu'il a toujours été très gentil avec elle. Takeda, avec un sourire, lui répond que oui, il l'aime, mais que s'il avait une femme et un enfant, il souhaiterait que son fils soit comme elle. Bien que cette réponse ne soit pas ce à quoi Futaba s'attendait, elle se sent un peu triste en pensant qu'elle ne peut pas être la femme de Takeda. En réalisant ce qu'elle vient de dire, elle panique et commence à s'excuser en précisant qu'elle ne voulait pas dire ce qu'elle a dit. La situation devient inconfortable pour Futaba, mais elle sait que Takeda n'a pas mal pris ses paroles. Malgré l'inconfort, ils se sentent un peu plus proches l'un de l'autre. Cependant, Futaba reste préoccupée par la façon dont elle s'est exprimée, même si elle ne peut s'empêcher de se sentir un peu gênée par la situation. Ça doit être pire qu'une gueule de bois. Maintenant, voir le visage de Takeda au bureau, cela devient inconfortable pour Futaba, même son attitude joyeuse semble forcée. Elle décide qu'elle essaiera de régler les choses pendant l'heure du déjeuner, mais son plan est presque ruiné lorsque le patron invite Takeda à déjeuner. Cependant, Takeda, étant si astucieux, se souvient de quelque chose d'urgent et lui dit que le déjeuner sera à un autre moment. Pendant ce temps, Kazama profite de son déjeuner avec ses collègues Hijikata et Oishi, au cours duquel ils discutent des filles attirantes du bureau. La plus populaire est sans aucun doute Sakurai, qui a toujours rejeté toutes les invitations des garçons. En revenant, ils passent à côté de Takeda et Futaba, ce qui pousse Hijikata à commenter à quel point ils semblent toujours être ensemble. Cela met Futaba dans un état de panique, car elle se sent pressée de clarifier qu'il n'y a rien entre eux. Hijikata, en observant le couple, fait une remarque qui laisse Futaba préoccupée. C'est comme voir un père et sa fille. Cette comparaison me rend Futaba. Elle commence à se demander si Takeda ne la voit vraiment pas comme une femme. Pour clarifier ses doutes, Futaba décide de parler à Sakurai de la façon dont elle a réussi à obtenir ses énormes attributs physiques. Sakurai, en l'écoutant, lui explique que Takeda ne se soucierait pas de la taille et que c'est bien comme ça. Cela laisse Futaba avec un sentiment d'insécurité, mais elle décide de continuer avec ses pensées. Plus tard, Futaba passe du temps avec son amie Natsumi Kurobe. Alors qu'elles font du shopping, Futaba se sent tentée d'essayer des coussins qui augmentent la taille de sa poitrine. En voyant son reflet, elle se sent plus féminine. Et tout est gâché quand Natsumi commence à prendre des photos, ce qui la rend encore plus gênée. De retour chez elle, Futaba se rend compte qu'elle a oublié d'enlever les coussins avant de sortir. Dans le prochain train, Takeda et Kazama montent, et elle panique en pensant qu'ils ne la remarqueront pas. Bien qu'ils ne lui prêtent pas beaucoup d'attention au début, quand le train fait un virage brusque, Futaba perd l'équilibre et tombe. Takeda la traite, comme toujours, de manière décontractée, mais Kazama remarque rapidement que quelque chose a changé en elle. Cependant, Takeda ne semble pas s'en être rendu compte. Futaba se sent frustrée, car cela confirme sa peur que Takeda ne la voit pas comme une femme. Elle décide de demander conseil à son grand-père sur le sujet de son intrigue, mais la conversation ne dure pas longtemps, car l'appel se coupe soudainement. Son grand-père avait essayé de répondre, mais la batterie du téléphone s'est épuisée. Pendant ce temps, un homme essaie de remercier Sakurai pour son aide, et l'invite à déjeuner ou à dîner à tout moment où elle est libre. Juste à ce moment-là, Sakurai reçoit un appel, qui s'avère être de Kazama. En remarquant que Kazama est caché dans un coin, elle se rend compte qu'il a mal composé le numéro. La situation est si drôle que Sakurai ne peut s'empêcher de rire. Dans le train, après qu'un homme soit descendu, Takeda l'attrape rapidement. L'homme essaie de résister, mais Takeda le met à terre avec une technique de judo, et
s'avère que l'homme était un harceleur qui essayait de prendre des photos sous la jupe de Futaba. En apprenant cela, Futaba, elle est surprise que Takeda ait pris des cours de judo dans le passé. Takeda lui explique que, pour lui, il serait plus facile de perdre sa ceinture que de laisser quelque chose arriver à son junior. Futaba se sent reconnaissante pour la protection de Takeda, sent encore qu'il ne la voit pas comme une femme. Cependant, elle se console en sachant que, malgré tout, il se soucie d'elle. D'un autre côté, Sakurai décide de remercier Kazama pour l'appel erroné et, à la surprise de Futaba, l'invite à sortir. Futaba commente à quel point Takeda est géniale et combien elle respecte maintenant sa façon d'être, jusqu'à ce qu'il fasse un commentaire inutile sur le type de femme qu'elle est. Cela fait que Futaba se sent encore plus en colère. Et sans réfléchir, elle lui lance un coup qui montre à quel point cela l'a affecté. Takeda, surpris par la force de son coup, se demande si Futaba, elle a pris des cours de karaté. Takeda observe comment Futaba donne son écharpe à une petite fille qui avait perdu la sienne. En voyant que Futaba commence à avoir froid, il décide de lui donner la sienne. Futaba, un peu gêné, lui demande de ne le dire à personne. À propos du geste, cependant, Takeda ne peut s'empêcher d'en parler à tout le monde. Au bureau, cette situation n'augmente que l'inconfort de Futaba, qui, bien qu'elle soit reconnaissante, préférerait garder ce moment pour elle. C'est la saison de Noël, et comme chaque année, les employés doivent tirer un petit papier d'une boîte pour savoir qui sera chargé de faire le Père Noël, Futaba se souvient, avec malaise, des mauvaises expériences qu'elle a eues l'année dernière lors de cette même activité. Lorsque Sakurai est choisie comme sainte, Futaba pense qu'elle peut enfin être sauvée, mais à sa surprise, elle doit aussi être le Père Noël cette année. 2 Pères Noël dans le même bureau, quelque chose qu'elle ne s'attendait absolument pas. Plus tard, Futaba décide de demander conseil à Natsumi sur ce qu'il faut donner à Takeda. Bien qu'au début elle le considère comme un simple remerciement pour s'être occupée d'elle, elle se rend compte qu'elle aimerait vraiment lui faire un beau cadeau. Après y avoir réfléchi un peu, Futaba suggère de lui offrir une cravate. En allant faire du shopping pour trouver la cravate parfaite, elle se sent submergée par la grande variété de designs disponibles, ce qui la rend nerveuse. Heureusement, un vendeur l'aide à choisir une option appropriée. Noël et l'événement du Père Noël passent rapidement, mais Futaba n'a toujours pas remis son cadeau à Takeda. Natsumi, en réalisant cela, l'appelle pour lui demander comment ça se passe. Futaba, sans vouloir admettre son nervosité, commence à donner des excuses. Natsumi, ne la croyant pas, lui demande si elle est vraiment sûre de ce qu'elle ressent. Face à cela, Futaba, elle décide que le lendemain, elle ira tôt au bureau pour laisser le cadeau sur le bureau de Takeda sans que personne ne la voie. En arrivant, Futaba se heurte à un obstacle. Kazama est également arrivé tôt. Cela ruine son plan de laisser le cadeau en silence. Tout au long de la journée, le bureau est trop occupé, ce qui l'empêche de donner le cadeau à Takeda. À la fin de la journée, Futaba décide de prendre son courage à 2 mains et de le lui donner. Mais à ce moment-là, son estomac gronde bruyamment, ce qui la rend encore plus nerveuse. Takeda, en entendant le bruit, l'invite à manger ensemble. Ils profitent d'un repas et la conversation devient plus détendue. Pendant ce temps, nous voyons un petit échange entre Kazama et Sakurai, qui parlent des photos que Kazama a prises d'eux dans leur costume de Santa Kazama. Timide comme toujours, il se cache derrière son visage, incapable de gérer la situation. Finalement, Kazama invite Sakurai à dîner, pensant que ce serait dommage de se séparer si tôt et de rentrer chez lui. Ce petit moment de fleurs crée une atmosphère un peu plus légère dans le bureau. Enfin, Futaba parvient à remettre son cadeau à Takeda après le dîner. Bien qu'elle soit nerveuse, elle lui dit que c'est un petit cadeau et commence à donner des excuses. Il lui mentionne que, si ça ne lui plaît pas, elle peut le jeter. Takeda répond calmement, en lui assurant qu'il en prendra bien soin. En signe de remerciement, il lui offre aussi un cadeau, une écharpe. Futaba, avec un sourire, remercie pour le geste, mais elle se sent un peu incertaine. Le lendemain, Futaba se sent dévastée en voyant que Takeda ne porte pas la cravate qu'elle lui a offerte. Elle se demande si elle est jetée. Tout à coup, elle sent qu'elle est sur le point de pleurer. Elle ne peut pas croire qu'il ne l'ait pas portée. Cependant, en s'approchant, Takeda lui explique que la cravate lui a semblé si précieuse qu'il n'a pas osé la porter. Au lieu de cela, il l'a laissée dans sa boîte, la considérant comme un objet précieux. Futaba, en entendant cela, se fâche un peu et lui reproche de ne pas l'avoir portée, se demandant pourquoi il ne la porte pas simplement s'il l'aime tant. À ce moment-là, Takeda lui révèle qu'en réalité, il avait l'intention de l'encadrer et de l'exposer chez lui. Cela laisse Futaba surprise et confuse. Elle ne peut pas croire que Takeda veuille l'exposer comme une pièce décorative. Désespérée, elle insiste pour qu'il la porte. Devant son insistance, Takeda finit par céder et enfin met la cravate. Futaba se sent un peu soulagée de le voir, même si elle continue à réfléchir à tout ce qui s'est passé avec le cadeau et à la façon dont il l'a apprécié. Takeda n'a pas de smartphone, donc il n'est pas dans le groupe de messages, et il apprend tard que Futaba est chez elle, en train de se remettre d'un rhume. Elle ne peut pas parler de sa maladie à
son grand-père, car elle sait qu'il prendrait sa Harley et viendrait directement la voir. Alors que Futaba se sent fatiguée et affamée, elle se prépare à sortir acheter quelque chose à manger. Mais tout à coup, elle se retrouve face à Takeda à sa porte. Il a acheté quelques produits pour elle. Futaba, surprise, demande un peu d'eau. Elle demande s'il va laisser les articles. Takeda, un peu maladroit, admet que oui, mais Futaba, elle lui demande de rester et de l'aider, car elle n'a pas la force de faire quoi que ce soit par elle-même. En voyant à quel point elle va mal, Takeda ne peut pas refuser et décide de rester pour l'aider. Le lendemain, la fièvre de Futaba, elle est descendue, mais elle se rend compte que Takeda a été chez elle et a vu certaines choses qu'elle ne s'attendait pas à montrer. Quand il retourne au travail, Takeda faillit révéler qu'il l'a visitée pendant qu'elle était malade, mais Futaba, gênée, interrompt avant qu'il puisse en dire plus. Dans son esprit, elle se sent mal à l'aise à l'idée que Takeda ait été si proche de sa vie privée. Plus tard, Takeda décide qu'il est temps de s'acheter un smartphone pour pouvoir communiquer plus facilement avec elle. Il ne sait pas très bien quel modèle choisir, alors Futaba propose de l'aider. Cependant, quand ils arrivent au magasin, le vendeur semble mal comprendre la situation, en se référant à Takeda comme le père qui achète un téléphone pour sa fille, Takeda. Un peu gêné, il se contente de sourire pendant que Futaba le fait une remarque. Après avoir acheté le téléphone, Takeda retrouve Futaba pour lui montrer comment l'utiliser, car il est novice en matière de smartphone. Alors qu'ils échangent leurs contacts, Futaba lui donne quelques instructions de base. Cette même nuit, Natsumi contacte Futaba et, de manière taquine, la provoque en insinuant qu'elle l'a vue avec Takeda. Futaba, nerveuse, nie tout. Bien qu'elle ne se rende pas compte qu'elle finit par révéler des informations importantes, il a fallu 5 minutes à Takeda pour écrire son premier court message. Bien que Futaba essaie de minimiser l'importance de la situation, elle se sent un peu mal à l'aise à cause de la façon dont Natsumi la fait se sentir. Peu après, Takeda tombe malade et reste au lit, incapable de se lever. Futaba, se sentant un peu coupable de ne pas avoir été là pour lui, quand elle était malade, décide d'aller chez lui. Est-ce qu'il vit une sorte de déjà-vu? Tout comme elle, Takeda est sur le point de sortir acheter quelque chose à manger, mais Futaba arrive juste à temps. C'est son tour de tenir la promesse qu'elle a faite à Takeda, de prendre soin de lui quand il tomberait malade aussi. Futaba lui prépare à manger, et en le voyant avec des gants qui lui vont énormes, comme s'ils étaient de baseball, elle ne peut s'empêcher de rire. Pendant qu'il dort, elle regarde son visage pensif, s'interrogeant sur les petites choses qu'elle n'avait jamais remarquées auparavant. C'est la première fois qu'elle est dans sa chambre, et l'intimité de ce moment la rend un peu étrange. Au milieu de ses pensées, Futaba se sent un peu tentée de toucher la barbe de Takeda, mais en réalisant à quel point cela serait inapproprié, elle se ravise. Cependant, Takeda se réveille juste à ce moment-là, et en voyant ce qu'elle essayait de faire, il la frappe doucement et elle se dépêche de sortir de la chambre. Gênée, elle n'est pas sûre si le fait de le frapper a contribué à ce que Takeda aille mieux, mais le lendemain, il se sent mieux. Reconnaissant, il retourne au travail et remercie Futaba de l'avoir soigné. Le moment est si gênant pour Futaba qu'elle a l'impression qu'il déclare à haute voix qu'elle lui a rendu visite quand il était malade. Cela la rend gênée, mais cela lui fait aussi penser qu'elle pourrait commencer à ressentir quelque chose de plus pour lui. Plus tard, Futaba avertit Takeda de ne plus faire de commentaires embarrassants devant tout le monde. Takeda, sans vraiment comprendre pourquoi elle se sent si mal à l'aise, répond simplement qu'il n'y a rien de mal à dire que la nourriture de Futaba est bonne. Cependant, il lui demande de le faire à nouveau. Cette fois, en lui cuisinant un steak hamburger, Futaba et Natsumi aident un petit garçon perdu nommé Yuto à retrouver son chemin. Futaba se sent particulièrement heureuse parce que Yuto l'a appelée madame, ce qui la fait se sentir plus adulte. Avec ce sentiment de fierté, elle essaie de se vanter de sa nouvelle aura de femme devant Takeda. Mais lui, toujours si direct, lui répond qu'il la voit encore comme une petite fille. Futaba se sent un peu déconcertée, mais elle décide de ne pas y attacher trop d'importance et de continuer sa journée. Pendant ce temps, Hijikata semble essayer d'obtenir des chocolats de Saint-Valentin de la part de Sakurai, en particulier un qui soit plus spécial pour lui. Mais elle fait semblant de ne pas comprendre les sous-entendus. Sakurai explique que tout le monde au bureau recevra des chocolats, sans exception. Cet après-midi-là, Takeda, après avoir passé un appel de vente, reçoit l'autorisation de son patron de rentrer chez lui plus tôt. Puisqu'on est à cette période de l'année où les gens se préparent à se reposer, profitant de l'occasion, il envoie un message à Futaba pour l'inviter à manger des ramen. Comme il sait qu'elle mettra un certain temps à arriver, Takeda décide d'attendre. En attendant, il voit Yuto se faire agresser par quelques types. Takeda n'hésite pas à intervenir rapidement. Il vainc les agresseurs, ce qui laisse Yuto. Impressionné après l'incident, Takeda l'invite à prendre un verre pour qu'il se calme un peu. Yuto, se sentant inutile, raconte qu'un groupe de dames bienveillantes l'a aidé l'autre jour. À ce moment-là, Futaba arrive sur les lieux et en reconnaissant Yuto, elle découvre qu'il est le petit frère de Sakurai. Tout le monde est surpris de la petitesse de la vie.
Yuto. Bien qu'il veuille les accompagner pour manger des ramen, c'est Sakurai qui intervient et refuse l'invitation, disant qu'elle le fera une autre fois, car elle ne peut pas interrompre ce qui semble être un rendez-vous. Takeda et Futaba, enfin, se dirigent vers le restaurant de ramen que Takeda fréquentait quand il était enfant. Le propriétaire de l'établissement, un peu excentrique, ne peut s'empêcher d'insister pour vendre son menu, plus étrange, comme le ramen au chocolat. Mais Takeda rejette rapidement l'idée, il n'aime pas les saveurs sucrées et le fait clairement comprendre à Futaba, bien qu'elle semble un peu surprise. Pendant ce temps, Kazama, en voyant Sakurai accompagnée d'un beau garçon, reste choquée, pensant qu'elle est en rendez-vous. Étant donné que Yuto est sur une voix plus élevée, Kazama interprète mal la situation. Ce malentendu le garde surpris toute la journée, jusqu'à ce qu'il réalise que ce n'était qu'une confusion. Plus tard, Futaba et Natsumi préparent des chocolats pour la Saint-Valentin. Natsumi est convaincue que tout le monde au bureau sera heureux avec ses chocolats. Mais Futaba, elle, devient nerveuse et, à sa grande surprise, assure à Natsumi qu'elle ne lui en donnera aucun à Takeda. Intriguée, Natsumi lui demande si elle a dit quelque chose sur Takeda. Mais Futaba réagit rapidement. Elle devient rouge et change de sujet. Pendant ce temps, Futaba tombe sur une boîte de thé vert et lui vient une idée pour ses chocolats. Au bureau, tout le monde semble être occupé à préparer des chocolats pour ses collègues. Hijikata, bien sûr, continue d'insister pour que les chocolats de Sakurai soient de spéciaux pour lui, mais elle ne lui en donne qu'un chocolat de politesse, ce qui le laisse un peu déçu. Cependant, dans un tournant inattendu, quelqu'un lui vole ses chocolats. Il s'avère que c'est Tsukishiro qui, en étant découvert, répond de manière provocante en forçant Hijikata à manger un chocolat avec de la vodka. Bien que ce ne soit pas ce qu'il attendait, Hijikata finit par se sentir un peu satisfait. Quoi qu'il en soit, Futaba se sent préoccupé en voyant Takeda recevoir un chocolat vraiment cher de la part d'un client. Cependant, lorsqu'elle découvre que le client n'est rien d'autre qu'un vieux patron, elle se rassure. Elle saisit l'occasion pour lui offrir ses propres chocolats faits maison. Il les accepte, reconnaissant. Bien que Futaba se sente un peu incertaine quant à la qualité de son cadeau par rapport à ceux des autres, Kazama, qui est encore un peu déprimé par sa situation avec Sakurai, reçoit un chocolat de sa part. Il le prend pensant que c'est un autre de ses chocolats obligatoires. Mais lorsque Sakurai s'énerve à cause de son attitude, elle lui rappelle qu'il n'est pas toujours nécessaire que les chocolats soient faits maison ou chers pour avoir de la valeur. Un chocolat reste un chocolat, peu importe son prix ou l'effort qu'on a mis à le faire. Kazama, après ce petit altercasse, mentionne le garçon avec qui il a vu Sakurai, et c'est à ce moment-là qu'elle se rend compte qu'il avait mal interprété la situation. Elle lui précise que les chocolats qu'elle lui a donnés étaient pour son frère, pas pour un autre homme. Peu de temps après, Futaba est surpris de voir Kazama sourire jusqu'aux oreilles, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Le mystère de son changement d'attitude est résolu lorsque tout le monde découvre au bureau un délicieux gâteau au chocolat, dont personne ne connaît l'origine. À la fin, tout le monde se rend compte que le gâteau a été fait par le patron qui s'était vraiment donné du mal cette année pour surprendre tout le monde avec ses talents culinaires. Futaba reçoit un message de son grand-père et Sakurai, profitant de l'occasion, pense qu'il pourrait aider Futaba à prendre une photo pour lui montrer comment elle est. Pour cela, elle la fait poser avec Takeda et ensuite filtre la photo comme s'ils étaient mariés. Le grand-père, en voyant l'image, ne le prend pas du tout bien et commence à faire des commentaires qui la laissent sous le choc, mentionnant même des choses comme le fait qu'elle mouille encore le lit. Futaba n'arrive pas à croire ce qu'elle lit, et horrifiée, décide de bloquer la conversation sans hésiter. Pendant ce temps, Takeda accompagne Futaba dans une fleuriste. À sa grande surprise, elle découvre que ce jour-là, c'est son anniversaire. Et pour une surprise encore plus grande, il s'avère que c'est aussi l'anniversaire de Takeda. Ils décident d'acheter des fleurs et, dans un geste sympathique, échangent celles qu'ils ont choisies. Mais la situation prend un tournant inattendu lorsqu'un bruit familier de moteur de moto se rapproche. Et effectivement, c'est le grand-père de Futaba qui arrive avec l'intention de célébrer l'anniversaire de sa petite fille. Cependant, en voyant Takeda, les choses se compliquent rapidement. Les deux hommes commencent à se heurter et la tension monte. Avant que la situation ne se transforme en une bagarre à grande échelle, ils décident de se déplacer ailleurs pour continuer leur dispute, bien qu'ils soient déjà assez ivres cette fois. Pauvre Futaba qui se retrouve coincé entre les deux hommes, essayant de calmer la situation. Le lendemain, Futaba passe du temps avec Natsumi, qui veut aussi célébrer son anniversaire. Futaba laisse déjà un message à son grand-père, qui craignant d'être rejeté, décide de ne pas interrompre. À la place, elle se dirige pour voir un film romantique afin d'essayer de mieux comprendre l'amour juvénile. Au début, il semble très émotif face à ce qu'il voit à l'écran, et il semble qu'il a enfin commencé à comprendre quelque chose sur les sentiments des jeunes, mais lorsqu'il rentre chez lui, il reçoit un SMS de Futaba, ce qui le rend encore plus confus. Il lui demande à travers son message qui elle est vraiment. Le grand-père commence à soupçonner que peut-être la personne avec qui il a parlé n'est pas du tout Futaba, ce qui laisse Futaba complètement déconcertée. Elle sait qu'il ne répondra pas à ce message car elle n'est pas prête
prête à continuer à alimenter ses soupçons. Grand-père décide d'aller pêcher, et par hasard, Takeda est aussi là. Ce qui commence comme une tranquille compétition de pêche se transforme rapidement en une bataille où les deux essaient de surpasser l'autre. D'une certaine manière, ils finissent même par rivaliser dans des activités comme ramasser des déchets en tant que bénévoles. Ce qui est étrange, c'est qu'en dépit de leurs constantes disputes, ils finissent par créer une sorte de lien. Pendant leur temps ensemble, le grand-père de Futaba mentionne à quel point sa petite fille était adorable en grandissant. Mais il réfléchit aussi au jour où elle a décidé de déménager à Tokyo pour vivre seule. Bien qu'il soit triste au début, le grand-père finit par comprendre qu'il est nécessaire de la laisser s'envoler par elle-même. Takeda, en entendant cela, réalise la raison derrière les talents culinaires de Futaba. Cependant, il ne peut s'empêcher de rire intérieurement en pensant que le grand-père ne se rend pas compte que Takeda a mangé la nourriture de Futaba à plusieurs reprises. L'atmosphère se remplit à nouveau de tension lorsque les deux hommes commencent à se disputer une fois de plus. Au bureau, Futaba souffre d'allergie au pollen, ce qui la rend malade. Attentif comme toujours, il lui donne un peu de médicaments avant de l'inviter à déjeuner. Avant qu'il ne puisse en partir, Takeda va aux toilettes. Mais à la surprise des deux, le grand-père de Futaba est aussi là. Le grand-père demande à Takeda comment va Futaba. Mais Takeda lui répond de ne pas lui poser la question, mais plutôt de demander directement à Futaba, car elle va bien. Le grand-père, ne voulant pas être rejeté, décide de ne pas poser la question directement, mais il les invite aussi à se joindre à lui pour le déjeuner. Pendant ce temps, quelques voyous essaient d'intimider Futaba dans la rue. Elle, presque en larmes, se retrouve dans une situation très inconfortable, mais juste au moment où les choses semblent empirer, Takeda arrive à la rescousse. Les voyous ne tardent pas à recevoir ce qu'ils méritent. En voyant ce qui s'est passé, le grand-père de Futaba s'implique aussi, leur donnant une leçon qu'ils n'oublieront sûrement jamais. Bien que la situation ait été quelque peu dramatique, Futaba ne peut s'empêcher de se sentir un peu soulagée, car elle sait que Takeda et son grand-père la protègent et prennent soin d'elle. Bien que la scène ait été quelque peu exagérée, Futaba se sent bien, réellement aimée et soutenue par les deux hommes, et bien qu'elle fasse semblant de ne pas prendre au sérieux tout ce qui s'est passé, elle ne peut s'empêcher de se sentir reconnaissante pour leur présence dans sa vie. Sakurai et Yuto décident d'inviter Futaba et Natsumi comme une façon de les remercier. Tout à coup, Natsumi commence à jouer avec les joues de Futaba, ce qui surprend tout le monde. Yuto ne peut s'empêcher de remarquer à quel point elle semble proche, mais Futaba, un peu mal à l'aise, lui fait savoir que sa première impression de Natsumi n'était pas vraiment la meilleure. Cela suscite la curiosité de Yuto, qui veut en savoir plus sur comment leur amitié a commencé, et ainsi l'histoire de leur relation remonte à un flashback. Pendant le lycée, Futaba était une élève transférée qui ne connaissait pas bien l'endroit, et comme on pouvait s'y attendre, elle s'est perdue. C'est alors qu'elle a rencontré Natsumi, qui l'a effrayée avec son attitude. Au début, Futaba a pensé à la suivre discrètement, mais Natsumi a commencé à courir, lui donnant une chance de s'échapper. Après un moment, Natsumi a finalement laissé Futaba la suivre, et à ce moment-là, il a avoué se sentir coupable d'avoir jugé Futaba uniquement sur sa taille. Finalement, ils sont arrivés à destination, mais en réalité, ce n'était pas l'école. C'était un centre de jeux vidéo. Natsumi n'avait pas dit qu'elle allait à l'école. En fait, elle avait prévu de l'éviter. À cause de cela, Futaba est arrivé en retard à sa destination. Yuto n'a pas pu s'empêcher de rire aux éclats en entendant cette histoire, car c'était un rappel amusant de comment leur amitié a commencé. À un autre moment, pour la festivité de Hanami, Takeda a la tâche de trouver un bon endroit et Futaba lui propose son aide. Pendant ce temps, Natsumi voit Yuto courir et décide de lui parler. Au cours de leur conversation, Natsumi apprend que Yuto aime le basketball, mais qu'il n'ose pas rejoindre le club parce qu'il ne se sent pas assez bon. Natsumi, cependant, l'encourage à essayer, malgré ses insécurités, car la vie d'étudiant passera vite et il pourrait le regretter s'il ne tente pas. Ce conseil rappelle à Natsumi comment Futaba avait aussi voulu rejoindre le club d'art à cause de son amour pour le dessin. Quant à Natsumi, ce n'est pas qu'elle déteste courir, mais une mauvaise expérience lors d'une compétition de haie lui a laissé un mauvais souvenir, donc elle n'aimait pas la compétition. Avant cela, Futaba lui a suggéré de courir juste pour son propre bien, peu importe le résultat. Pendant ce temps, Takeda et Futaba attendent à leur endroit pour profiter du Hanami. Takeda, tranquille, commente qu'il ne serait pas dérangé si les feuilles de Sakurai devenaient vertes plus tard. Mais Futaba, avec un peu de timidité, essaie de sous-entendre que, tout comme les fleurs, elle a aussi une couleur naturelle qui s'adapte à la saison. Takeda, apparemment, ne comprend pas la sous-entendue. Cependant, il lui dit qu'il aime toujours ses cheveux, et comme ils sentent toujours si bon, cela laisse Futaba quelque peu surprise, car elle ne savait même pas quand Takeda a commencé à sentir ses cheveux de si près. Takeda, pour se gêner, essaie de se justifier en disant que, eh bien, quand on travaille si près de quelqu'un, ce genre de choses arrive. La fête de Hanami bat son plein, tout le monde s'amuse, et certains sont déjà un peu ivres. Takeda, curieux, s'intéresse à en savoir plus sur Natsumi. Futaba, sans hésiter, lui raconte comment elle a été essentielle dans sa vie, surtout pour son amour du dessin. À travers un nouveau flashback, Futaba se souvient que, quand elle était plus jeune, des camarades de classe se moquèrent de son talent pour le dessin, allant même jusqu'à lui voler son carnet de croquis et presque la faire pleurer. C'est à ce moment-là que Natsumi est intervenu et leur a donné une leçon qu'il n'oublierait jamais. Quand l'un des garçons est resté obstiné et s'est moqué de la décision
décision de Futaba de vouloir rejoindre le club d'art, Natsumi n'a pas hésité à lui donner un coup de poing au visage. « Tais-toi !» Elle a dit à ce garçon. Futaba pouvait rejoindre le club d'art parce qu'elle aimait dessiner, même si elle n'était pas la meilleure. Futaba n'a pas pu s'empêcher de pleurer d'émotion pour le soutien inconditionnel de Natsumi à ce moment-là. Plus tard, les garçons qui avaient été cruels avec Futaba se sont excusés pour leur comportement. Et depuis lors, Futaba et Natsumi sont devenus de grandes amies. Mais le hanami ne s'est pas arrêté là. Puisque la fête prenait un tournant comique et chaotique, Oishi et Tsukishiro, complètement ivres, montèrent sur scène pour chanter, et la scène se transforma en un spectacle de rire. Personne ne pouvait s'empêcher de se demander combien de canettes de vodka et de bière ils avaient consommé avant de se ridiculiser devant tout le monde. Avec l'arrivée de la semaine dorée, il semble que Takeda prévoit de se reposer et de faire un peu d'entraînement, mais Futaba est déterminé à faire quelque chose de beaucoup plus intéressant. Bien que Takeda ne semble pas trop impressionné, il lui donne une petite tape sur la tête en signe d'encouragement. Pendant ce temps, Kazama, qui a hésité, finit par décider d'inviter Sakurai à un rendez-vous. Cependant, à la dernière minute, ses nerfs le trahissent en voyant Sakurai discuter avec un autre garçon. Au début, il se sent comme un échec, mais il parvient à rassembler le courage nécessaire. Et finalement, il se retrouve en rendez-vous avec la fille la plus mignonne, imaginant qu'il pourra la protéger comme un chevalier dans un jeu vidéo. D'un autre côté, Futaba est chez elle en train de nettoyer tout en regardant un film d'horreur. Juste avant la scène de frayeur typique, elle se sent déjà mal à l'aise et décide de l'éteindre. Bien qu'il soit en plein milieu de la journée, la sensation de peur s'empare d'elle. Elle n'attend pas longtemps pour appeler Takeda, et sa voix tremblante laisse clairement entendre qu'elle a peur. Au début, elle essaie de faire bonne figure, mais après avoir raccroché, elle s'enferme dans sa chambre et la rend complètement sombre, ce qui, au lieu de la calmer, ne fait qu'augmenter sa peur. La situation devient plus tendue quand la sonnette retentit de la porte. Comme dans les films d'horreur, désespérée, Futaba craint le pire, mais pour son plus grand soulagement, c'est Takeda qui apparaît à sa porte. Elle avait pensé qu'il lui était arrivé quelque chose et s'est précipitée pour l'aider. Futaba, visiblement soulagée, le serre fort dans ses bras, reconnaissante de l'avoir près d'elle. De son côté, Takeda espère que son entraînement aura porté ses fruits. Pendant ce temps, Kazama et Sakurai profitent d'un rendez-vous à l'aquarium. Pour obtenir une réduction, ils font semblant d'être un couple, ce qui provoque un léger malaise, mais ils prennent tous les deux cela avec humour. Ils s'approchent de l'exposition des dauphins et Sakurai ne peut s'empêcher de rire quand l'un des dauphins fait un geste qui lui fait penser à Kazama, partageant même le même nom. Pendant la présentation, le dauphin saute hors de l'eau et éclabousse tous les spectateurs, provoquant encore plus de rire de la part de Sakurai. Kazama, essayant de la protéger, finit par être la cible de l'eau éclaboussée, ce qui lui cause encore plus de honte. Tout en s'excusant de ne pas avoir pu la protéger, Sakurai ne peut s'empêcher de rire, profitant du moment. En même temps, Takeda et Futaba sont à l'arcade. Takeda n'est pas très doué au jeu de la grue, mais après plusieurs essais, il parvient enfin à attraper un peluche pour Futaba. Dehors, Sakurai attend quand un groupe de garçons s'approche d'elle pour l'inviter à prendre un thé. Sakurai leur explique qu'elle attend quelqu'un, Koala, mais les garçons insistent encore. La situation devient inconfortable quand l'un d'eux essaie de lui prendre la main. Juste à ce moment-là, Kazama revient et voyant la scène, décide d'intervenir en affirmant fermement que Sakurai est à lui. Le geste s'avère aussi romantique que gênant et les garçons restent déconcertés, tandis que Kazama et Sakurai rougissent de l'inconfort. Ensuite, Kazama utilise le truc classique de faire semblant que quelque chose d'étrange se passe dans le ciel et d'un geste rapide, il prend la main de Sakurai et court pour s'éloigner des garçons qui continuent d'essayer de s'approcher. Heureusement, ils parviennent à un feu de circulation où ils s'arrêtent enfin, soulagés d'avoir échappé à la situation. À la fin de la journée, Sakurai ne peut s'empêcher de rire de la situation amusante et elle remercie Kazama qui, timide, il explique qu'il a tiré cette réplique d'un manga shoujo. Sakurai ne peut s'empêcher d'admettre que malgré l'étrangeté du moment, il avait été génial. Pour sceller le moment, Kazama lui offre un dauphin en peluche qu'il a acheté à l'aquarium, faisant rougir Sakurai de bonheur. Sur un ton humoristique, il lui dit de remercier le dauphin pour le succès de leur rendez-vous. C'est l'heure d'un épisode à la plage, et le groupe habituel décide de passer le week-end à profiter du soleil et de la mer. L'ambiance est pleine de rires et de plaisir. Tout le monde se détend, mais, comme toujours, il y a quelque chose d'autre dans l'air. Alors que les filles exhibent fièrement leur corps, Futaba ne peut s'empêcher de se sentir un peu mal à l'aise. Takeda, de son côté, continue de la trouver très mignonne, mais il semble que cela ne lui suffit pas. Quant à Kazama, il ne peut s'empêcher de regarder la poitrine de Natsumi, ce qui finit par déranger Sakurai, qui décide d'intervenir et de lui rappeler qu'elle a aussi des atouts qui valent le coup d'œil. La situation devient quelque peu gênante pour tout le monde, mais comme toujours, les blagues ne manquent pas. Futaba, cherchant à faire une petite blague sur le fait que les hommes aiment les gros seins, essaie de provoquer Takeda. Lui, Anno, dans son style direct, admet que oui, les gros seins peuvent être attirants, mais que ce qu'il aime vraiment chez elle, ce sont leurs bonnes qualités, celles qui les rendent spéciales. Futaba, apparemment, ne sait pas comment se sentir face à cette sincérité. Pour une raison quelconque, cela ressemble à un commentaire qui ne lui convient
convient pas. Se pourrait-il qu'elle ait elle-même des doutes sur ce que les hommes apprécient vraiment? Takeda de son côté semble un peu perdu quant à la façon de comprendre les femmes. Quoi qu'il en soit, la conversation laisse place à des moments plus détendus lorsque Futaba, qui ne sait pas nager, reçoit l'aide de Takeda et Natsumi pour apprendre à flotter et à se déplacer dans l'eau. La journée se poursuit avec d'autres activités typiques d'une journée à la plage. Lors d'un jeu de casse de pastèque, Takeda, avec sa force démesurée, frappe la pastèque avec un tel élan qu'elle se désintègre complètement. Le résultat, il ne reste rien à manger, ce qui provoque des rires et un peu de frustration. Plus tard, au dîner à l'hébergement, Natsumi et Sakurai continuent de faire des blagues en pinçant les joues de Yuto, ce qui le rend encore plus mal à l'aise. Lorsque tout le monde décide de lui donner son morceau de crevette, Yuto semble habitué à être la cible de blagues, même s'il ne sait pas vraiment comment réagir. Cependant, Futaba finit par tracer la ligne et met fin aux farces, laissant Yuto un peu soulagé. Alors que la nuit tombe, alors qu'elle profite du feu d'artifice, Natsumi remarque que Yuto est un peu inquiet. Il s'avère que certains garçons de son école le taquinaient parce qu'il s'était lié d'amitié avec une fille qui partageait ses mêmes intérêts. Natsumi, toujours si direct, lui donne un conseil simple. Tant que tu apprécies la compagnie de la personne, peu importe ce que disent les autres. Un conseil sincère qui semble apaiser un peu l'esprit de Yuto, même s'il reste encore une certaine insécurité sur son visage. Le retour à l'hébergement n'est pas exempt de frayeur. Futaba, toujours un peu effrayé par les choses étranges que l'on trouve dans l'obscurité, pousse un cri de peur en entendant le craquement d'une brindille lorsque Yuto marche accidentellement dessus. À un autre moment, un mégot de cigarette au sol la fait crier à nouveau, bien que tout le monde rigole un peu de sa peur, mais sans aucun doute, le plus grand de tous les lâches est Kazama, qui apparemment s'était déjà évanoui avant que quoi que ce soit ne se produise. Kazama s'est évanoui. Vous savez que Kazama a son propre ensemble de peurs. Cette nuit-là, dans leur chambre, les filles ne ratent pas l'occasion de taquiner Futaba sur à quel point elle semble proche de Takeda. Elle, visiblement gênée, décide de les ignorer et d'aller se coucher. Mais Natsumi ne tarde pas à commencer à plaisanter sur la proximité de Sakurai avec Kazama. Le lendemain, pendant le petit déjeuner, Takeda fait remarquer à quel point Sakurai semble proche de Kazama, ce à quoi elle essaie de lui rendre l'appareil en soulignant qu'il est aussi proche de Futaba. Takeda cependant répond que c'est parce qu'elle est sa junior, ce qui laisse Futaba et Kazama assez embarrassés. Deux restent silencieux, un peu mal à l'aise avec la situation, bien que ni l'un ni l'autre ne le montrent ouvertement. Pour leur dernier jour à la plage, tout le monde s'amuse davantage avec des jeux sur le sable. Quand vient le moment de rentrer chez soi en train, Futaba, déjà un peu plus détendue, dit à Takeda qu'elle espère pouvoir passer plus de temps avec lui l'été prochain. Takeda, de son côté, semble ne pas comprendre son point de vue et répond qu'il n'a pas à attendre si longtemps, puisqu'ils peuvent passer du temps ensemble. Même le lendemain, cette réponse laisse Futaba un peu confuse, car elle pensait que Takeda comprenait qu'elle parlait de l'été prochain, mais il semble qu'il ne soit pas si préoccupé par le temps. Finalement, de retour au bureau, Futaba ne peut s'empêcher d'essayer de cacher son visage, car elle est très bronzée après son temps à la plage. Elle se sent un peu gênée parce qu'elle a oublié de mettre de la crème solaire, quelque chose qu'elle avait toujours laissé à son grand-père pour le faire pour elle, comme s'il la traitait comme une princesse. Cependant, Takeda, également bronzée, rit de la situation. On dirait que Sakurai passe un mauvais moment. Après un entraînement matinal de course avec Yuto, ses muscles sont si endoloris qu'elle arrive au travail avec la sensation d'être cassée. Tsukishiro, qui sait exactement ce qui s'est passé, ne peut s'empêcher de se frotter le ventre en observant la situation. La tension de la journée rend les choses inconfortables lorsque, par accident, la poitrine de Sakurai finit par entrer en collision avec Kazama. Un moment gênant pour tout le monde. Pendant ce temps, le maître du ramen a quelque chose de nouveau dans sa manche. Un défi. Le défi consiste à manger un plat de brioche au porc, et celui qui le termine en premier gagne, tandis que le perdant paie l'addition. Takeda semble être intéressé par ce défi, mais la question est, qui sera son partenaire de repas? Apparemment, Tsukishiro vient d'entrer dans le restaurant avec l'intention de participer au défi. La compétition commence, mais Tsukishiro, en prenant la première bouchée, se rend compte que les brioches sont trop chaudes et ne peut pas continuer. C'était une grande déception, car beaucoup espéraient qu'elle réussirait, mais il n'a pas pu y résister. Kazama rencontre Yuto sur le terrain de basket. Le jeune s'entraîne tout seul. Il offre son aide pour s'améliorer, mais il semble que Yuto soit si inexpérimenté que Kazama va avoir besoin d'une grande quantité de bandages pour couvrir les coups qu'il reçoit au visage. Pendant ce temps, Futaba se sent un peu jalouse en voyant comment Takeda discute avec Tsukishiro au sujet du défi des brioches. Cependant, Takeda interprète mal les intentions de Futaba, pensant qu'elle préférerait manger les brioches au porc plutôt que des ramen. Futaba n'est pas sûre de devoir se sentir soulagée ou non, mais de toute façon, elle lui lance quelques coups légers pour faire comprendre son malaise. Plus tard, tout le monde se réunit pour aider Yuto à s'améliorer au basket. Pas seulement Kazama, mais aussi Takeda, Futaba et Natsumi. Cependant, il semble que Sakurai soit la seule à ne pas être très contente de la situation. Le match de basket est un véritable désastre. Yuto est si maladroit que même sa tentative de dunk se termine par un crash contre le poteau. Quel désastre! Pendant ce temps, Futaba essaye d'arrêter l'avancée de Takeda, mais elle n'y arrive tout simplement pas. Il s'avance
avance directement et la laisse derrière. À un moment donné, Futaba essaye de faire un tour à Takeda, mais au lieu de lui passer le ballon lui frappe le visage et rebondit vers elle. Le jeu s'intensifie et atteint un point où Kazama et Natsumi sont si bien appariés que, lors d'une lutte rapprochée, les coussins de viande de Natsumi finissent par toucher le dos de Kazama. L'univers entier est en train d'observer. Sakurai, bien sûr, appelle à la faute. À la fin, le groupe reçoit une réprimande pour s'être diverti pendant 2 heures à jouer entre eux alors qu'ils auraient vraiment dû enseigner à Yuto. Bien que Yuto se sente reconnaissant, ayant appris un truc, ce n'était pas en vain. Après tant d'exercices, il est temps de se détendre dans le bain. Alors que Futaba commence à s'endormir, Sakurai lâche sans trop réfléchir qu'il n'a pas passé beaucoup de temps avec Kazama aujourd'hui. Ce commentaire fait réaliser à Takeda à quel point Kazama semble proche de Sakurai. Après un bon bain, Yuto essaie de motiver Futaba à boire plus de lait, s'assurant que sa croissance continue d'avancer. Futaba lui répond qu'elle le fait déjà, mais Yuto, déterminé, lui suggère aussi de faire attention à son alimentation et de se reposer suffisamment. Futaba, un peu fatigué des suggestions, répond qu'elle fait déjà tout ça. Finalement, Yuto lui suggère de célébrer la journée avec un toast, ce que Futaba accepte à contre-cœur. Malgré tous les efforts de Futaba, elle regrette toujours de ne pas avoir grandi davantage. Mais Takeda, dans un geste qui pourrait être plus ou moins sincère, il lui dit qu'il la préfère telle qu'elle est. Cette réponse laisse Futaba confus, et bien que Takeda ne le dise pas franchement, elle ne peut s'empêcher de se demander s'il admet qu'il l'aime comme elle est pour une raison un peu plus étrange. Est-ce que Takeda est en train d'admettre qu'il aime les filles plus petites? L'entreprise organise la fête de fin d'année, et comme on pouvait s'y attendre, certains garçons continuent d'essayer de draguer Sakurai en l'invitant à passer le nouvel an avec eux. Cependant, tout le monde sait que Sakurai a d'autres projets. En fait, il invite Kazama chez lui pour le réveillon du nouvel an, car Yuto veut aussi le voir. Pour sa part, Futaba a décidé de rester au bureau au lieu de rentrer chez elle pour le nouvel an, ce qui va sûrement rendre son grand-père très triste. Tout à coup, Yuto se souvient qu'il avait promis d'aller à la fête d'un ami pour le réveillon du nouvel an. En réalisant qu'il doit y aller pour ne pas se faire gronder, il décide de partir, bien qu'il promette de revenir le lendemain. Cela laisse Sakurai et Kazama seuls, ce qui semble très clair pour tout le monde. Cependant, l'attitude de Sakurai est quelque peu inattendue. Elle semble quelque peu nerveuse, ce qui nous amène à nous demander si elle s'attendait vraiment à être seule avec Kazama, ou si peut-être elle s'est trompée dans ses intentions. Pendant ce temps, Futaba reçoit un appel vidéo de son grand-père, qui, avec ses vieux amis malfrats, est en train de pêcher. Il est tout excité en montrant la grande prise qu'ils ont faite, et les vieux commencent à plaisanter en disant qu'ils veulent que Futaba soit leur petite fille. Cela fait que son grand-père s'oppose fermement à l'idée. Enfin, la nouvelle année arrive, et Futaba s'habille en kimono pour aller au sanctuaire avec Natsumi. Cependant, Takeda est aussi là, et quand Natsumi fait semblant d'avoir un engagement, elle laisse Futaba seule avec Takeda. Après avoir discuté de la hiérarchie de la bonne chance, ils décident tous les deux de tenter leur chance au sanctuaire, et, au lieu d'obtenir la chance maximale comme ils l'espéraient, Futaba et Takeda finissent par avoir une chance normale. Pendant ce temps, Tsukishiro continue de tirer la meilleure chance encore et encore, impressionnant les autres. Futaba et Takeda pensaient qu'il serait facile d'obtenir de la bonne chance à cet endroit, mais ils se sentent tous les deux un peu déçus de voir que la chance n'était pas de leur côté. Ensuite, ils se dirigent vers un restaurant de ramen, où ils regardent une interview en direct à la télévision. Tout à coup, Kazama apparaît à l'écran avec Sakurai, et Kazama commence à parler de manière inattendue, disant qu'ils étaient là simplement parce qu'ils avaient vu leurs camarades et qu'ils ne voulaient pas les déranger. Futaba et Takeda ne peuvent s'empêcher de réaliser que Kazama parle d'eux, mais le pire est à venir, lorsque Kazama, de manière totalement imprudente, montre une photo de Sakurai qui dormait sur ses genoux. Ce moment embarrassant laisse tout le monde sans voix. Futaba, en apprenant cela, court vers l'endroit pour donner une leçon à Kazama. Apparemment, la situation n'est pas aussi mauvaise qu'elle en a l'air. Quand Kazama se réveille, il découvre que Sakurai lui offre un service d'oreiller avec ses genoux. Les choses se compliquent encore plus lorsqu'une petite fille apparaît et leur demande s'ils sortent ensemble. Tous les deux essaient de nier la situation, mais la petite fille montre une photo qu'elle a prise auparavant, où l'on voit clairement Sakurai embrassant Kazama pendant qu'il était inconscient. Sakurai devient complètement rouge de honte, et prise de panique, elle demande à Kazama de supprimer la photo immédiatement. Heureusement, Kazama n'a pas encore vu l'image, mais le désastre est déjà fait. Sakurai se sent honteuse, tandis que Kazama semble ne pas comprendre tout à fait l'ampleur de la situation. Ceci n'est que le début d'une série de moments gênants qui vont probablement se poursuivre tout au long de la nuit. Le chef félicite Futaba pour son excellent travail, ce qui la rend fière. Takeda la félicite aussi, bien que d'une manière un peu enfantine, comme s'il la considérait encore comme une petite fille. Cela amène Futaba à prendre une décision. Il est temps qu'on la traite comme une femme adulte. Son commentaire sur le fait de ne plus dépendre de lui semble presque une menace. Mais Takeda, comme toujours, rit sans y prêter trop d'attention. Plus tard, le chef félicite également Takeda d'avoir réussi à obtenir un client important, ce qui sauve l'entreprise d'une possible crise. Futaba se sent heureuse pour lui, mais aussi un peu triste. On dirait que Takeda gère tout cela tout seul, sans demander d'aide, et cela fait que Futaba se sent un peu mise à l'écart. Se pourrait-il
qu'elle se sente seule, parce qu'il ne dépend pas d'elle, le fait est que Takeda commence à recevoir de l'attention de la part des filles, qui l'invitent à une fête pour célébrer son succès. Futaba ressent un douleur dans son cœur, bien qu'elle ne soit pas tout à fait sûre s'il s'agit de tristesse ou simplement d'une indigestion après avoir mangé des ramen. Elle plaisante en disant que, étant donné la proximité de son cœur et de son estomac, il est probable que ce ne soit que ça. Cependant, elle se rend rapidement compte que la situation l'affecte plus qu'elle ne le pensait. Takeda, comme on pouvait s'y attendre, refuse l'invitation, mais Futaba lui dit qu'il devrait y aller, car ce serait impoli de ne pas y assister. Takeda demande pourquoi elle ne vient pas, mais Futaba décide de rester en arrière. Elle préfère boire seule et commencer à se souvenir des premiers jours qu'elle a passés dans l'entreprise. Elle n'a pas beaucoup d'affection pour ses souvenirs. Lors de son premier jour, Sakurai a essayé de l'appeler de manière enfantine à cause de sa petite taille, ce qui a mis Futaba en colère, car il l'a traitée comme une petite fille. Dans un accès de colère, elle s'est précipitée vers un mur, seulement pour réaliser que ce n'était pas un mur, mais Takeda qui était là. Au fur et à mesure qu'il parlait, Futaba pensait que Takeda était une bonne personne. Et la situation a empiré quand il l'a confondue avec une collégienne. La mise furieuse. Et le pire est arrivé quand le chef les a appelés tous les deux et leur a dit qu'ils travailleraient ensemble. Futaba voulait changer d'équipe, mais le chef lui a expliqué que les choses ne fonctionnaient pas comme ça. Elle a donc dû l'accepter et commencer à travailler avec Takeda. Maintenant, Futaba se rend compte du chemin qu'ils ont parcouru après avoir passé tant de temps ensemble. Alors que Futaba continue à boire seul, un homme ivre essaie de s'approcher d'elle, la voyant comme une petite fille, ce qui bien sûr ne plaît pas à Futaba. Sur le point de pleurer, quelqu'un apparaît pour la protéger, c'est Takeda. Il s'avère que, bien qu'il était censé être à la fête, il n'était resté qu'un moment, a dit quelques mots et est parti. Il préférait être avec Futaba, à boire ensemble, plutôt qu'avec quiconque d'autre à la fête. Cela fait rougir Futaba, se demandant si ce qu'elle ressent est dû à l'alcool. Takeda pour sa part lui dit avec fierté qu'il a beaucoup grandi depuis la première fois qu'ils étaient à cet endroit. Même si l'avenir est incertain, jusqu'à présent, il sera là pour la protéger en tant que senpai. Un jour de pluie, Futaba oublie son parapluie, et à sa grande surprise, Takeda propose de partager le sien. Elle essaie de s'éloigner un peu, cherchant à garder son espace. Et Takeda la rapproche de lui, ne lui laissant pas d'autre choix. Futaba continue de se plaindre, mais au fond, elle sait que ce geste de Takeda l'a touchée d'une manière qu'elle ne peut pas ignorer. Alors qu'ils marchent ensemble sous la pluie, Futaba se demande qui est le véritable dérangeant dans cette situation. Il est évident que, bien qu'elle essaie de résister, elle s'adoucit peu à peu face à la proximité de Takeda, même si elle ne veut pas l'admettre. Au fil du temps, Futaba a beaucoup appris, et même si elle ne le reconnaît pas encore ouvertement, ses sentiments pour Takeda évoluent. Cependant, le chemin ne sera pas facile, et il y a beaucoup d'incertitudes à l'horizon. La relation entre eux n'est pas seulement professionnelle, mais elle est devenue quelque chose de plus complexe. Takeda, pour sa part, continue d'être le senpai protecteur, et même s'il ne le dit pas, ses actions montrent à quel point il tient à Futaba.